plaisantez pas. La sorcière. Des zombies effrayants. Les sorcières. En cette période d'Halloween, monstres, fantômes et sorcières sortent le bout de leur nez. Mais que sait-on véritablement des sorcières? Issues des plus lointaines mythologies grecques, elles ont subi toutes sortes d'accusations. Ces femmes mystérieuses pouvant donner la mort ou l'amour ont été les victimes de nombreux drames. Ensemble, partons sur leurs traces. Entre mythe et réalité, la vision antique de la sorcière a joué un rôle primordial dans la caractérisation, autant que dans la dépréciation, de l'entité telle qu'on la voit aujourd'hui. Dans la mythologie grecque, un curieux personnage peu connu du grand public, peut ressusciter les morts. Il s'agit d'Asclépio, le dieu de la médecine, qui utilise des potions pour guérir et soigner. C'est de là que les sorcières empruntent ce symbole. Sorcellerie et médecine deviennent alors consubstantielles. Dans la Grèce antique, la Thessalie était considérée comme la terre des sorcières. Cette région traditionnelle et historique de la Grèce est située au centre du pays. Elle est entourée de reliefs parmi lesquels se trouve, au nord, le mont Olympe, longtemps considéré comme le jardin secret des dieux. Les pratiquantes de sorcellerie pouvaient s'apparenter à des shamans. Ces femmes, en harmonie avec la nature, étaient des herboristes, des sages-femmes, des devineresses, des astrologues, ou encore des guérisseuses. Et même si tolérée, la sorcellerie restait malgré tout interdite. L'empereur Auguste faisait brûler les manuscrits de magie et les pratiquants étaient condamnés à l'exil. La sorcière Eurychto. Cette sorcière thessalienne est probablement à l'origine de l'image que l'on a aujourd'hui du personnage. Dans la Pharsale, livre 6, Lucain en fait une description intéressante, une maigreur affreuse envahit le visage flétri de la sacrilège, et sa face terrible, inconnue du ciel serein, est empreinte d'une pâleur stygienne et alourdie de cheveux en désordre. Comme une sorcière qui sort d'un conte pour enfants, Eurychto est laide, maigre et ses cheveux sont emmêlés. Elle détient également l'un des premiers pouvoirs attribués aux sorcières, la capacité de communiquer avec les morts. La chasse aux sorcières. Soulevons le drap du mythe des sorcières pour regarder un peu de plus près ce qui s'y cache dessous. En Occident, l'image des sorcières et du sombre Moyen-Âge sont indissociables. Vous serez cependant surpris d'apprendre que c'est pendant la Renaissance et plus précisément durant sa période humaniste, que le plus grand nombre de crimes contre les sorcières ont été commis. L'humanisme fut un mouvement, culturel, philosophique et artistique qui, suite à la redécouverte de textes antiques, décide de faire de l'homme et de son épanouissement le centre de ses intérêts. C'est en cette période de la gloire de l'homme que des dizaines de milliers de femmes, accusées de sorcellerie, furent exécutées. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, les femmes accusées de sorcellerie, qui étaient plus considérées comme des folles que des sorcières, n'étaient pas persécutées. Elles étaient simplement mises à l'écart de la société en suscitant, dans le cœur des habitants, plus de pitié que de peur. À la Renaissance, les femmes considérées comme des sorcières étaient principalement des guérisseuses sédétentrices de savoirs ancestraux non admis par le credo humaniste qui se fondait sur la science et le savoir. Ces pratiques médicinales furent alors qualifiées de magiques et les chasses aux sorcières débutèrent. L'Église joue également un rôle principal dans l'histoire de ces massacres. En effet, en cette période où le monde change et se redécouvre, le christianisme recherche de nouveaux fidèles. Pour ce faire, l'Église use des accusations faites contre les sorcières pour divertir le peuple et satisfaire sa soif de violence. Ces femmes, plus innocentes que sorcières, ont alors servi de bouc émissaire, victimes de l'horreur organisée en faveur de la propagande du christianisme. Les sorcières de Salem. C'est l'histoire de la famille Verres qui s'installe, en 1992, dans le village de Salem. Ils étaient 5,
l'épouse et son épouse, leur fille, leur nièce et leur esclave Tituba. Avant d'aller se coucher, les deux fillettes se faisaient conter des histoires par Tituba. Mais ces nouvelles sortent de l'ordinaire, la femme leur relate des récits vaudous et leur prédit l'avenir. Un jour, les deux fillettes présentent d'étranges signes de possession, elles parlent une langue inconnue et deviennent parfois invisibles. Une fois déclarées possédées par le diable, 3 femmes sont accusées de sorcellerie. Tituba, Sarah Osborne, une femme âgée malade et Sarah Good, une mendiante, sont alors emprisonnées. Très vite, de nouvelles accusations surgissent et d'autres femmes de Salem s'entassent dans le pénitencier en attendant d'être exécutées. En seulement un an, 200 suspects sont arrêtés, 150 sont placés en détention et 19 sont pendus. Au total, l'affaire des sorcières de Salem a fait 40 morts. La sorcière contemporaine. L'image de la sorcière prend un tournant décisif, incarnant à la fois idéaux politiques et personnages folkloriques. La première personne à associer les sorcières au féminisme est Matilda J. Gage en 1893 dans son livre « Femmes, Église, État ». Elle est également l'une des premières à poser un regard neuf sur ces femmes mortes au bûcher. Cette autrice américaine, qui a lutté et milité pour le droit de vote des femmes, propose dans son œuvre une toute nouvelle vision de la sorcière. À travers un regard féministe, elle pointe du doigt leur histoire douloureuse. C'est parce qu'une sorcière est une femme qui a du savoir et donc du pouvoir, qu'elle est persécutée. Ces massacres résultant des chasses aux sorcières, associés par certains à un génocide, constituent un véritable crime contre l'humanité. Pour plusieurs courants féministes de la seconde vague, la sorcière incarne un symbole de revendication. Le jour d'Halloween de l'année 1968, est née la Women's International Terrorist Conspiracy from Hell, WITCH, où des femmes vêtues de capes noires, dansaient la sarabande dans Wall Street. La sorcière devient alors une figure de revendication, de résistance et de libération face aux oppressions misogynes. Mais la sorcière n'est pas que l'incarnation d'un engagement politique, elle est aussi un des symboles de la fête d'Halloween. La nuit tombée, alors que tout le monde dansait et riait, pour vaincre la peur des esprits de l'au-delà venant se mêler aux vivants, les sorcières enfourchaient leurs balais en bois de genêt pour voler dans le ciel étoilé. Sorcières origine ballet. Aujourd'hui, on retrouve des sorcières dans ce qu'on appelle la sorcellerie moderne, la Wicca. Ce mouvement comprend des éléments de différentes croyances telles que le chamanisme, le druidisme ou encore les mythologies gréco-romaines. Les Wiccans vouent un culte à la nature et à sa force et, une grande partie d'entre eux, pratiquent la magie. La Wicca s'est diffusée dans les années 1970, appelant à la redécouverte du féminin sacré, et prospère encore aujourd'hui. De nombreuses modernes witches considèrent la Wicca comme un véritable mode de vie où la paix, le bien-être spirituel et la compréhension du monde constituent l'équilibre à atteindre. Accusée d'être une sorcière, Ecure Dante, âgée de 90 ans, a été lynchée et battue à mort dans les rues de Memphis en juillet 2020. Dans certaines régions d'Afrique, les sorcières font peur et sont pourchassées. Selon Amnesty International en Gambie, plusieurs centaines de personnes ont été arrêtées et placées en détention. Ces personnes sont torturées et forcées à boire une boisson hallucinogène les contraignant à avouer leur sorcellerie. La chasse aux sorcières est encore loin d'être terminée. C'est la sorcière de minuit qui a cassé ma pendule. J'ai pas rêvé, y a un bruit au fond du vestibule. Et me voilà réveillé dans mon petit oreiller. Ah, si j'étais Superman, Superman.
Je lui balancerai mon nounours dans les jambes et mon oreiller sur la tête. Je la pousserai dans l'escalier, ça serait sa fête. Je la pousserai dans l'escalier, ça serait sa fête. C'est la sorcière de minuit qui a fait craquer l'armoire. J'ai pas rêvé, y a un bruit là-bas dans la nuit noire. Et me voilà réveillé dans mon petit oreiller. Ah si j'étais Superman, Superman. Je l'attraperai par le bout du nez, il est tordu, aussi tordu que ses guiboles. Elle pourrait plus m'embêter la vieille casserole. Elle pourrait plus m'embêter la vieille casserole. C'est la sorcière de minuit qui est repartie bien vite sur son vieux balai de riz. Je l'ai vu prendre la fuite. Elle fait bien de s'en aller, pour mieux pas trop m'énerver, car si j'étais Superman, Superman, je lui aurais bien enfoncé son chapeau pointu et cassé son balai sur la tête. Elle aurait fini comme un vieux sac dans une brouette. Elle aurait fini comme un vieux sac dans une brouette. Elle aurait fini comme un vieux sac dans une brouette. Le monstre de Frankenstein. La vraie histoire du monstre de Frankenstein, une créature critique de la nature humaine. Dans un numéro de l'émission Historiquement Vôtre consacré aux monstres en partenariat avec le magazine Lire, Stéphane Bern fait le récit de la véritable histoire de Frankenstein, créé à base de différents cadavres. Ce personnage est né au XIXe siècle, dans le premier roman de science-fiction au monde. Il est écrit par une femme, la romancière britannique Mary Shelley. Frankenstein a marqué beaucoup de jeunes lectrices et lecteurs, mais aussi d'amatrices et d'amateurs de cinémas et de fiction en tout genre. Dans le cadre d'un partenariat avec le magazine Lire, qui publie un hors-série consacré à Frankenstein et aux monstres célèbres de la littérature, Stéphane Bern retrace sur Europe 1 l'histoire de la célèbre créature, sa naissance, son époque, et ce que cela nous dit de la nature humaine. Ses hurlements dans la nuit noire, son physique monstrueux, sa barbarie. Son histoire débute avec celle du premier roman de science-fiction au monde. Il est écrit au début du XIXe siècle, par une femme. Elle s'appelle Mary Shelley. Délicate jeune fille anglaise. Elle a pourtant donné naissance en 1818 à la créature la plus immonde qu'un livre n'ait jamais portée, le monstre de Frankenstein. Un monstre sans nom. Voici comment son personnage du savant fou Victor Frankenstein décrit la créature qu'il a créée à partir de cadavres humains récupérés dans les cimetières avoisinants. Sa peau jaune couvrait à peine l'assemblage des muscles et des artères. Ses cheveux étaient d'un noir de jais, sa chevelure abondante, ses dents d'une blancheur nacrée. Hélas, ces merveilles accentuaient l'horrible contraste qu'offraient ses yeux aqueux, presque de la même couleur que les orbites sombres dans lesquelles ils étaient incrustés, ainsi que son teint hâlé et ses lèvres droites et noires. Un sentiment d'horreur et de dégoût m'emplissait le cœur. Le monstre ainsi décrit n'aura jamais de nom pendant tout le roman. À peine ce mort-vivant s'est-il réveillé, que son inventeur regrette déjà son expérience entre science et sorcellerie. Il préfère s'enfuir le plus loin possible. Le père a peur de son fils, son hideuse progéniture. Les différentes adaptations théâtrales, cinématographiques ont fait du monstre de Frankenstein un être à peine humain, bien souvent demeuré, et incapable de ressentir la moindre émotion. Il faut dire que les circonstances de la rédaction de ce livre, alors unique en son genre, s'inscrivent dans un contexte très sombre.
née grâce à un mauvais été et un cauchemar en 1816, Mary Wollstonecraft Godwin, le vrai nom de la romancière, quitte Londres avec sa demi-sœur, Claire. Et surtout avec son amant, Percy Shelley. Direction, la Suisse. Au début de l'été, ils rejoignent un ami qui marquera à jamais le monde de la littérature mondiale, le poète Lord Byron. Le temps est maussade et le petit groupe profite rarement de la nature environnante. Mais ces jeunes écrivains dans la vingtaine ont l'esprit fertile. Loin de se laisser abattre, ils occupent leur temps libre à des activités peu académiques. Lisent, certes, mais des ouvrages plutôt inhabituels, voire terrifiants. Ils dévorent notamment Phantasmagoria, un recueil de nouvelles allemandes sur des fantômes, des revenants, des apparitions. Un jour, Lord Byron, l'esprit probablement stimulé par l'opium dont il aime s'enivrer, lance un défi à ses amis, écrire une histoire de fantôme. À la suite d'un mauvais rêve, Mary Shelley débute la rédaction de ce qui deviendra Frankenstein, ou le mythe du Prométhée moderne. Un monstre issu des tumultes de l'époque. L'histoire est donc la suivante, un savant, Victor Frankenstein, parvient à donner vie à un cadavre d'homme reconstitué de chair morte. Horrifié par le monstre qu'il vient de créer, il préfère l'abandonner. La créature, livrée à elle-même, comprend rapidement qu'il lui sera impossible de mener une existence normale. Mais la créature, créée de la main d'un homme, se transforme en assassin redoutable. Elle tue le frère, le meilleur ami et la fiancée du docteur Frankenstein. Le fils veut faire payer à son père l'horrible existence qu'il est obligé de mener à cause de lui. Ce monstre devient alors le symbole de tous les soulèvements passés. Ainsi la créature de Frankenstein est comparée aux sans-culottes qui ont renversé la monarchie, aux Irlandais qui refusent la domination anglaise, aux esclaves qui se battent contre les colons. Pour les réactionnaires, ces révolutionnaires sont comme le monstre du roman de Mary Shelley, ils doivent être anéantis. Une question reste en suspens depuis 200 ans, qui du créateur ou de la créature est le plus méchant? En écrivant son roman, Mary Shelley, du haut de ses 18 ans, rédige aussi une critique de la nature humaine. Car il ne faut pas oublier le titre exact du roman, Frankenstein ou le Prométhée moderne. Mary Shelley a reçu une instruction solide et ne peut s'empêcher de faire une référence à Prométhée. Il peut s'agir du mythe grec, ce héros attaché au mont Caucase qui a transmis le feu sacré aux humains. Ou alors le mythe latin, le titan façonne l'homme à partir d'argile. Dans tous les cas, Mary Shelley démontre les risques inconsidérés pris par Victor Frankenstein pour assouvir son envie irrépressible de maîtriser le pouvoir de la création. Frankenstein, une leçon de bienveillance. Il commettrait ainsi une première erreur en faisant naître un monstre difforme, inadapté à la vie parmi des humains souvent méchants et cruels. Le savant ferait une deuxième erreur en n'assumant pas ses actes et en délaissant sa progéniture, la laissant survivre seule dans un monde hostile. Pourtant, le monstre du docteur Frankenstein aurait pu connaître le bonheur. Le fils du savant fou, aussi repoussant soit-il, ne demande qu'une seule chose, aimer et être aimé. Il tente bien de demander à son père de lui fabriquer une épouse qui saurait l'aimer. Mais le savant se défile et préfère détruire cet ultime espoir. S'il voit le jour certes laid et déjà adulte, le monstre possède également toute la bienveillance et la gentillesse d'un nourrisson. Au fil des pages, il prouve d'ailleurs sa grandeur d'âme. Il sauve une femme de la noyade, il se lie d'amitié avec un aveugle. Mais son apparence lui vaut toujours d'être persécuté. Jean-Jacques Rousseau, si cher à Mary Shelley, n'avait pas tort lorsqu'il écrivait « L'homme est naturellement bon. C'est la société qui le corrompt ». Vous venez d'écouter le spécial Halloween. Présenté par La sorcière.
Des zombies effrayants.